On vient de voir le cycle de gestion des performances. J'espère que tout le monde a compris le cycle. Début, fixation des objectifs, évaluation mi-parcours mars, évaluation juin, milieu d'année, évaluation septembre et fin d'année. Généralement, c'est l'évaluation fin d'année et l'évaluation mi-parcours fin juin qui est prise en compte par les entreprises parce que la gestion de l'évaluation en elle-même est un coût en termes de temps, est un coût en termes de ressources et est un coût en termes de mobilisation des ressources qui doivent produire. Alors, une fois cela est vu, on va arriver sur ce qu'on appelle le modèle de scorecard. Pour pouvoir fixer des objectifs aux entreprises, fixer des objectifs aux unités, aux départements, il faut s'aligner sur la stratégie globale de l'entreprise. Et la stratégie globale de l'entreprise, pour toute entreprise qui est performante, sujet de performance, va reposer sur les 5 piliers. Le pilier ou les 5 leviers, le levier client, le levier financier, le levier procédure, le levier apprentissage et le levier valeur. Du coup, dans toute activité qui sera faite à l'intérieur des unités ou à l'intérieur de l'entreprise, on doit chercher à s'assurer, que cette activité répond à au moins un des leviers. Si l'activité que nous faisons n'est pas alignée avec l'un des leviers, ou à aucun de ces leviers, ou ne répond à aucun de ces leviers, ça sous-entend que cette activité n'est pas profitable à l'entreprise. Nous avons pris hier le cas de votre chauffeur en tant que responsable dans une entreprise. Votre chauffeur que vous envoyez acheter les provisions au marché et puis aller dans votre village, je trouve à 200-300 km, aller déposer ses provisions au village et ensuite revenir en utilisant la ressource de l'entreprise, c'est-à-dire la voiture, le carburant, les heures de travail et un salaire payé ce jour puisqu'il a travaillé pour l'entreprise. Pour que un contrat de performance soit un contrat de performance objectif, il faut qu'il repose évidemment sur la stratégie globale. Du coup, le contrat que reçoit un employé est un contrat qui est encadré par des balises. Ces balises qui sont mises en exergue à partir des 5 leviers et par le contrat global de son département, de son unité et le contrat global fixé à l'entreprise en tant que telle par les actionnaires. Ok? Bien, étant vu ce point sur le scorecard que nous avons tous compris, donc le modèle du scorecard est en réalité un certain nombre de leviers mis en exergue que toute entreprise doit être en mesure d'utiliser pour aligner évidemment ses activités en vue d'atteindre les objectifs, en vue d'atteindre ses performances. Nous avons vu ici dans le cadre de cet exercice que nous avons pris un département ressources humaines dans une entreprise, l'entreprise qui met une emphase particulière sur le client, n'est-ce pas, sur l'aspect financier, un peu sur les valeurs, les procédures et ensuite l'apprentissage. Nous avons dit par exemple le volet financier. Au niveau du département des ressources humaines n'aura pas le même poids que le volet financier au niveau du département finance. On est d'accord? Puisque plus vous touchez un budget, plus vous touchez, vous faites des activités qui vont entraîner un certain nombre de ressources, vous le touchez directement ou indirectement, il faut mettre une emphase particulière. J'ai pris le cas par exemple d'un technicien de surface, un agent qui nettoie le sol. Alors quelqu'un m'a dit, comment ce monsieur, on peut lui donner un objectif financier? Puisqu'il ne touche pas le budget, ne touche pas l'argent, j'ai dit non. L'objectif financier n'est pas lié au fait que vous ayez un budget. L'objectif financier, c'est tout ce qui occasionne ou peut entraîner un coût pour l'entreprise. Alors, si ce monsieur devait laver chaque matin nettoyer l'entreprise qui fait par exemple 100 mètres carrés, ou 200 mètres carrés,
et qu'il était censé prendre un petit paquet de savon pour 10 mètres carrés, ce qui lui demanderait 10 paquets de savon par jour. Mais on se rend compte que ce monsieur prend 15 à 20 par jour. Il occasionne des coûts additionnels. Donc, on doit lui fixer un objectif financier pour qu'il puisse réduire ses coûts normalement. Donc, tout individu au sein d'une entreprise, dans ses activités, a forcément un levier financier, a un levier client, a un levier procédure, a un levier apprentissage et un levier valeur. Oui. Another question. For finance in human resource, I'm trying to picture, is it, do we evaluate you with respect? I know there's a budget allocated for the year. Yeah. Now, do we evaluate you for how you, let's say you're in charge of training? You are in charge of training, you have a budget. You have a budget. The top manager can tell you that you have to deliver all activities, okay, that were planned, but you need to save 10% or 20% of budget, or you are not allowed to exceed the budget. If you save 10%, you will have maybe 3, the score 3, okay. If you use all your budget, you have 2, okay. If you use less than 75% of your budget, you have 4, like that. So for things like training, it means, for instance, you also have to use your own bargaining power, like say, if you are responsible to organize a training and you have to manage a hotel, and you have to manage, you have to, it doesn't just mean because you have a budget, you just use it to manage it. You need to manage, Okay. to achieve the target, but save one part of the budget. Okay. Yeah. It means that your boss will tell you, this guy is really a good worker. Yeah. Même quand le budget est serré, oui. Même quand le budget est serré, un budget n'est jamais serré. On peut toujours faire beaucoup de choses avec un budget, même quand il y a un budget. C'est là qu'on voit l'ingéniosité des uns et des autres. C'est ce qui fait la différence entre un employé ingénieux, ok, innovateur, et un employé qui n'est pas du tout innovateur. Because I have the impression that sometimes in companies, because there is money, I have that impression people just find it very easy to make payments. So it's like you have no limit, you just have to spend the money, it's available. If you don't put a financial objective in the annual performance framework, they will use your budget like they are paying. They don't care, they don't money. And some of them will tell you, it's not my money. Fonction publique. It's not my money. It's not your father's money. Give him a book. Okay? That's why we say, if you want to have a performance company, we have to align all activity based on the scorecard, the five pillars. If not, we're not sure that the performance will stay for a long time. Okay? Okay, so let's go. We have an exercise. Le même poids pour le levier client ou le levier financier, etc., etc. On est d'accord? Prenons deux entreprises qui ont les mêmes activités. Donnez-nous deux entreprises, prenons des exemples, allons-y. Quelqu'un me cite deux entreprises? Total et Bocom, par exemple. Alors, prenons le levier client chez Total. Quel est le poids sur 100 que vous donnez? Vous allez tous à Total, vous connaissez Total. Quel est le poids que vous donnez Total, le levier client? 50 sur 100? 50? 40? Chez Bocom, quel est le poids que vous donnez au levier client? 50, le levier client chez Bocom.
et 40 chez Total. Pourquoi? Parce que bon, comme c'est une nouvelle société, donc il va faire des efforts pour attirer la. Est-ce que c'est ce qu'il en est en ce moment? Okay, can we use something we use daily, like supermarket? Yeah. That we use daily. Maybe we can use something. Ok, let's take supermarket. Prenons 2 supermarchés. Choisissez où vous allez dépenser votre argent. Allez-y, choisissez. Maïma et cadeau. Tous les gars du cadeau connaissent. Ok, Maïma et cadeau. Levier client. Maïma, le client, je dirais 50. 5800, hein, sur le global. Parce que tu as le levier financier, le levier procédure, tu as le levier apprentissage et les valeurs. Tu donnes 50, Maïma, levier client. Ok? Quelqu'un d'autre? Tu donnes 30? 30? 30? Ok, cadeau. Levier client, toujours, Huguette. Le client, cadeau, je donne 30. Moi, je donne 35. Donc, vous êtes en train de dire qu'en termes d'approche client, cadeau met plus de poids, plus d'effort, qualité que Maïma César. C'est ce que toi tu dis. Elle a dit le contraire. Pourquoi tu penses que chez cadeau, le levier client est plus élevé? Donc ce Maïma est moins élevé. Oui, le levier client chez Maïma est moins élevé parce que quand je vais avec ses prix. Ça? Oui. Bon, Les avis sont partagés. oui. Je ne sais pas, peut-être c'est une affaire parce que chez Cadeau, je ne parle même pas des hôtesses, mais je parle au niveau du service, des gens derrière. Si je vais à la boucherie, je vais trouver plus sympa, plus patiente que chez Maïma. Alors, si en conclusion, vous vous rendez compte, vous en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de département, vous vous rendez compte que le levier client a un problème dans votre service, dans votre entreprise, et que ce levier, s'il n'est pas développé, évidemment, il va vous faire perdre la clientèle, par exemple. Ou si vous vous rendez compte qu'au niveau du levier financier, il y a beaucoup de gaspillage, par exemple, d'accord? Vous allez mettre une emphase particulière sur tout ce qui est l'aspect financier. On est d'accord? Si vous vous rendez compte qu'en termes de procédure, en termes de rapport, rien n'est fait, vous allez mettre un poids particulier. Donc, je dis, chaque levier, le poids qu'on attribue à chaque levier, d'une année à une autre, peut changer. Est-ce qu'on est d'accord? En fonction du résultat qu'on veut obtenir, en fonction du constat qu'on a fait. Ok? On peut se rendre compte au cours d'une année qu'en termes de connaissances, les employés sont beaucoup bloqués, de nouvelles technologies, etc. etc. Il y a beaucoup de gens qui sont mal performants parce qu'ils n'ont pas été accompagnés ou parce qu'ils ont eu des carences en termes de connaissances réelles sur les produits ou les services. Évidemment, on va mettre une phase particulière sur le levier apprentissage. Et on pourra même assigner l'objectif d'apprentissage à tout le monde en allant développer par exemple des plateformes de formation en ligne, e-learning, de coaching, etc. On va mettre même des objectifs à des chefs de service, des objectifs de coaching, des objectifs de formation. C'est ça en réalité. Si on veut que le volet apprentissage se développe véritablement, on doit, dans le contrat de performance annuel qu'on donne aux différents employés, on doit intégrer un élément de ce genre pour qu'il soit contraignant, de sorte que les gens le fassent. Ok? Bien. Ok? Après avoir fait cet exercice, pour vous, les 5 leviers clients, financiers, procédures, apprentissage, valeur, ça représente quoi pour l'entreprise?
comment vous définirez ces leviers dorénavant? Si on vous posez la question. Is it like the target, the focus of the... Ce sur lequel l'entreprise doit s'appuyer, c'est le socle. Le socle de quoi? De la réussite de l'entreprise. Donc si l'entreprise ne navigue pas en allant vers les courants de ces 5 leviers clients, financiers, procédures, apprentissage et valeurs, l'entreprise va naviguer à compte courant. Et si l'entreprise navigue à compte courant, ça sous-entend que l'entreprise n'atteindra pas ses objectifs. Et si l'entreprise navigue à compte courant, ça sous-entend qu'à l'intérieur de l'entreprise, les départements, les unités, les services, les individus naviguent à compte courant. On est d'accord? Ceci étant, nous allons partir maintenant du scorecard qui définit les 5 leviers. Nous allons partir du scorecard pour élaborer un objectif. Ok? On va faire maintenant cet examen. Alors, je peux passer? Bien. Être cadré dans ce 5 leviers, je vais définir le contrat de performance de mon collaborateur. Le contrat de performance ne sera quoi? Uniquement la résultante des activités qui seront alignées avec la stratégie, n'est-ce pas? Et pour faire le contrat de performance, il faut avoir de façon claire une mise à plat des activités au quotidien. On va faire référence à la fiche de poste. Ok? On va faire référence à la fiche de poste. Nous prendrons dans la fiche de poste, nous allons essayer de regrouper par levier les activités. De sorte que quand on finit le contrat de performance, on ait fait le tour des activités au quotidien. Il peut arriver que lorsque vous élaborez le contrat de performance, vous vous rendez compte qu'il y a des activités qui sont menées qui ne sont pas dans la fiche de poste, parce que la fiche de poste n'a pas été mise à jour. À partir du moment où vos activités, le volume d'activités que vous avez s'augmente de plus de 20 à 30%, normalement, ça doit être révisé. Quand il y a un changement important, la fiche de poste doit être révisée. Et évidemment, si les choses suivent leur cours, c'est tout l'aspect pécunier qui doit être révisé. Si le poste a changé à plus de 30%, au-delà de 30%, c'est déjà un autre poste. Ça, c'est pas une révision que... Oui, vous pouvez réclamer, mais regardez l'environnement dans lequel vous êtes. Il faut en tenir compte, il faut être factuel. Il faut être factuel. Mais si vous venez pour une activité X bien définie et que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, l'activité X est devenue X, Y et parfois X, Y et Z, et l'activité principale pour laquelle vous êtes venu, que vous faites et qui vous occupe véritablement, devient un tiers du temps, et que vous avez par exemple 30, 40, 50, 60% d'autres activités, ça veut dire que votre poste s'est élargi. Mais est-ce qu'on peut le tenir? Un individu peut le tenir? Est-ce que ce n'est pas des activités qu'on doit splitter pour deux postes, etc., etc. C'est à vous d'apprécier et d'en discuter. Maintenant, il faut savoir discuter. Il faut savoir discuter. J'ai une question. Oui. Je voudrais voir la différence entre la fiche de poste et la feuille de route. En entreprise, il n'y a pas de feuille de route. La feuille de route, c'est dans le cadre de déploiement de projet. Une fiche de poste, c'est la carte d'identité du poste. À côté de la fiche de poste, on a ce qu'on appelle le profil de poste, qui nous permet de mettre en place les différents processus de recrutement. Okay? La feuille de route n'est pas un document. Oui, mais celui qui te parle de feuille de route ne sait même pas de quoi il parle. Feuille de route, pourquoi? C'est un truc temporaire, vous finissez et tout, c'est tout. Vous avez un poste avec un contrat parfois à durée déterminée. Donc, ce n'est pas une feuille de route qu'il vous faut.
J'ai vu cette après le hôtel de travail du tableau de bord. La feuille de route n'est pas un tableau de bord. Une feuille de route, c'est un document qui vous donne l'orientation de votre travail. Un tableau de bord, c'est un ensemble de ratios dans des matrices qui vous permettent de voir l'évolution et d'apprécier votre travail. C'est totalement différent. Ce que j'ai eu à voir comme une feuille de route, c'était vraiment très semblable à la fiche de poste. À partir du moment où le document fait référence à un poste, les ressources humaines, pour moi j'ai appris, ou qui sont en vigueur en ce moment, parlent de fiches de poste. Ok? En administration du personnel, on ne parle pas de feuille de route, je suis désolé. Parce que lorsqu'on vous donne un contrat, vous avez une fiche de poste qui accompagne le contrat, jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai jamais entendu qu'on donne une feuille de route qui accompagne le contrat. Voilà. Ok? Donc, une fois qu'on a le canevas pour pouvoir fixer les objectifs et donner un poids à chaque catégorie d'objectifs, on va maintenant mettre en place les objectifs. Évidemment, les objectifs seront mis en place dans le cadre du contrat annuel. Ok? Pour qu'on puisse mettre en place un contrat annuel de performance, il faut bien qu'on comprenne ce que c'est qu'un objectif. Comment est-ce qu'il se compose? Un objectif, dans le cadre du travail, dans le cadre du contrat de performance, des évaluations, l'objectif a ce qu'on appelle un intitulé. Prenons par exemple un poste de responsable des ressources humaines. D'accord? Ok. Le responsable des ressources humaines, qu'est-ce qu'il a comme activité? Donnez-moi une activité principale. Le recrutement. D'accord. C'est une activité. C'est une fonction parmi tant d'autres qu'il effectue. Quel est l'objectif qu'on peut fixer? En fixant l'objectif, il faut tenir compte des différents leviers. Fixons-lui par exemple un objectif dans la fonction de recrutement, mais qui tient compte du levier financier, du levier client. Donne-moi un objectif. C'est ce qu'il doit réaliser. You should be able to provide the need of a worker with, how do I put it? Alors, Should be able to respond to the need of a particular department at the earliest duration possible. Ok. On a l'intitulé ici, ça sera quoi? L'intitulé de notre objectif sera mise à disposition, ok? Mise à disposition du personnel dans une partie. Ok? Quelqu'un veut venir? Bien, Mathieu. Nous avons pris le poste de responsable ressources humaines, d'accord? À l'intérieur duquel nous avons vu une de ses grandes missions, c'est le recrutement. Et nous prenons une activité dans le recrutement. L'une des activités dans le recrutement, c'est la mise à disposition des ressources, n'est-ce pas? On va intituler mise à disposition des ressources. Mise à disposition des ressources. Les ressources sont mises à disposition à qui? Mise à disposition des ressources au département, ok, dans les délais requis. J'ai un exemple, d'accord? S'il est responsable des ressources humaines, il a le volet recrutement, il doit s'assurer que le personnel est recruté dans les délais requis, d'accord? On prend par exemple un objectif intitulé mise à disposition des ressources au département. X au département. Oui, X et puis S, ça va plusieurs. Dans les délais impartis. Ok? Alors, nous avons l'intitulé. Il faut qu'on lui donne un score.
La mise à disposition de ressources au département demandeur sera mis dans quel levier? Client. Il sera dans le volet client. On a l'intitulé, on a la mise à disposition, on pourrait avoir un tableau ici. Voilà. Là, ici, par exemple. Petit truc là, oui. Ici, on peut mettre le levier. Ok. Voilà. Donc, en haut. Un peu en haut. Ici, on va mettre un peu en haut. Et puis, un peu en haut le levier. Voilà. Ok. Ici, on va le mettre client. Voilà, client. Il est dans le levier client, d'accord? Voici un objectif. Mise à disposition des ressources au département dans les délais impartis. Cette mise à disposition, avec cet objectif, ressort de la fonction ou de l'activité recrutement. D'accord? Une fois qu'on ressort l'objectif de l'activité, on doit voir dans quel levier il s'inscrit. Il faut qu'on s'assure, je dis, toute action, toute activité qui n'est pas alignée, n'est-ce pas, dans un des leviers du scorecard de 5 leviers, n'est pas une activité profitable à l'entreprise. À partir du moment où elle n'est pas profitable, elle ne permettra pas d'atteindre les objectifs. Donc on doit s'assurer qu'il est dans un levier, que l'objectif est dans un levier. Ensuite, on va mettre le poids. Non, poids. Ou le score, c'est ça. Le poids. Quel est le poids qu'on lui attribue? Prenons un exemple. On avait combien d'objectifs? Ici, on avait le poids pour le client dans le cadre de l'espèce qu'on a pris, c'était 30. Alors, si on avait un poids de 30, ça sous-entend que le poids total de tous les objectifs clients doit être au maximum 30% de son activité. C'est ce que ça veut dire. Mais ça, c'est un seul objectif. Donc, ça veut dire que si un seul objectif a par exemple 5 points, il te faudra quoi d'autres objectifs clients? C'est-à-dire l'ensemble des objectifs clients, 30%. L'ensemble des objectifs financiers, on a pris combien? 15%. L'ensemble des procédures, etc., 10%. C'est un exemple. Donc, avant que vous n'arriviez sur la matrice dans laquelle vous allez mettre les objectifs, le score, le poids de chaque objectif et la notation, les valeurs pour évaluer, il faut qu'en amont, vous ayez défini le poids de chaque levier dans l'activité pendant la période. Vous voyez que si on n'avait pas défini au préalable que le levier client devait être 30, on aurait du mal à donner. Imaginez qu'on ait 5-6 objectifs. On allait donner quelle note, quel point. Pour 10 personnes qui passeraient, les poids seront différents. Alors que si on a des agrégats ou nos leviers qui nous disent ici c'est 20%, ici c'est 30%, ici c'est 15%, tout ce que nous allons faire comme combinaison doit être contenu dans les poids qui nous ont été fixés par notre hiérarchie, n'est-ce pas? Si la direction générale vous dit le poids des objectifs liés à l'activité client, à la relation client, doit être 30. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser 30. Mais on peut aussi vous imposer un minima. Parce que si l'activité est vraiment critique, on peut vous dire tous les employés de tel secteur ou tous les employés de l'entreprise doivent avoir dans leur contrat de performance au moins 30% des objectifs clients. Oui. Si on sait que les enfants du gaspillage énormément, on peut dire que tous les employés de l'entreprise cette année doivent avoir au moins 40% de poids financier. Et après, on va lister les objectifs. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer, ces objectifs vont les contraindre à
compresser évidemment le budget, mais tout en maintenant le cap pour atteindre l'objectif. Donc ici, on va donner quel poids? Donnons par exemple 15. Donnons-lui 15. 15, d'accord? On a l'intitulé du poste qui est, on devrait l'intituler en haut, qui est mise à disposition des ressources au département demandeur dans les délais impartis, dans le cadre de recrutement. Alors prenons en compte l'activité du responsable des ressources humaines, ressortons la formation, oui, par exemple. La formation peut être perçue comme, peut-être mise dans le levier. Apprentissage. Après, c'est l'apprentissage. Mais on sait qui? On sait quelqu'un, non? Donc, on peut le mettre dans le levier client, puisqu'on sait, comme il peut aller aussi dans le levier apprentissage. Mais ici, à partir du moment où c'est un service que nous faisons à des collègues internes, il devient client. Allons-y, par exemple, dérouler. Non, ici on devrait mettre l'intitulé en haut. L'intitulé devrait être en haut. Ici c'est l'intitulé de l'objectif. Voilà. Ici c'est objectif 1. Objectif 2. Par exemple. Dérouler, ok, ou exécuter le plan de formation annuel. Ok. Exécuter le plan de formation annuel. Voilà, exécuter le deuxième objectif, exécuter le plan de formation annuel. Ou exécuter le plan de formation annuel avant. Non, pardon. Exécuter le plan de formation annuel au plus tard fin septembre. Ça veut dire, ici on vous dit exécuter le plan de formation annuel au plus tard fin septembre. Vous devez vous organiser pour qu'en septembre déjà, toutes les formations soient terminées, parce que ça ne servira à rien de mettre des objectifs de formation en décembre si ces connaissances devaient permettre à l'entreprise d'atteindre un certain nombre d'objectifs au cours de l'année. Vous formez des gens le 25 décembre, vous attendez qu'ils soient performants dans cette activité. Ça peut être aussi des formations qui n'étaient pas vraiment urgentes. Ok? Alors, exécuter le plan de formation annuel au plus tard fin septembre. On va lui donner le lien client, d'accord? Puisque c'est un service qu'on fait aux autres entreprises, aux collègues, aux clients internes. On va mettre 15 points. Ok? Regardez bien, suivez bien. Troisième objectif. Ici, nous avons un second objectif qui est exécuter la formation. Le levier client. Nous pouvons encore revenir sur ce même objectif. Parce que vous segmentez le fiche de poste ou des activités, vous prenez chaque activité. Ce même objectif peut être repris dans un axe financier. Allons-y. 3. Dérouler. Objectif 3. Dérouler tout le plan de formation. Dérouler tout le plan de formation sans excédent de budget. Et nous savons que les gars de la formation passent leur temps à demander des budgets additionnels. On va leur dire dérouler le plan de formation sans excédent de budget. Alors on le met dans quel levier? Finance. On peut le lire ici, bon, peut-être qu'on lui donne 15% ou 10%, vas-y. Mais 10%. Alors, ici tu vas tracer. Non, il y a un espace ici, on a besoin de cet espace. Non, j'ai pas dit, tu traces ici. Comme ça. Et là, tu vas mettre la mesure. Comment pensez-vous que nous allons mesurer cet objectif? Tu pourras venir ici dans le cadre de l'exercice. Chaque objectif est composé d'un intitulé, du levier du segment dans lequel on intègre, le poids
de l'objectif. Et même, avant, on a l'intitulé, d'accord? Mais ici, on a la description. Ok? Quand on écrit l'intitulé, on doit décrire en quelques mots ce qu'on veut dire, de sorte que tous ceux qui vont prendre l'objectif, qui vont avoir l'objectif sous la main, aient la même compréhension. Ok? Donc ici, on n'a pas fait, on va faire intitulé, description, levier, poids et mesure. Et là ou pas, tous ceux qui prendront la fiche d'évaluation et verront le résultat du travail clair pourront donner la même note. Oui. Cet objectif, mise à disposition des ressources au département dans les délais impartis. Comment est-ce qu'on va le mesurer? Bon. Alors, ici, le score, d'accord, il est recommandé par les 0, 1, 2, 3, 4. C'est plus facile. Quand il a 2 sur 4, ça veut dire qu'il a fait le travail pour lequel il est payé. Ok? Quand il a 3, il est allé au-delà. Quand il a 4, il est allé au-delà. 0, c'est qu'il n'a rien fait. 1, c'est qu'il a fait une partie. Maintenant, on va trouver ensemble à quel moment on lui donne 0 pour cet objectif, à quel moment on lui donne 1, à quel moment on lui donne 2, à quel moment on lui donne 3, à quel moment on lui donne 4. Alors, mise à disposition des ressources au département dans les délais impartis. À quel moment on dit qu'il a 2? Respect. Il a 2 quand il a respect des dates limites de livraison, n'est-ce pas? Bien. Respect des dates limites de livraison. À quel moment il a 1? Il a fait au moins 60%. Et les 40%, c'est pas critique. Quand il a respecté 80% des délais, 80% du deadline, quand il a fait 80%, il est en dessous. Non. 80% n'est pas 100%. Ici, respect des deadlines. Ici, tu mets 100%. Quand il a respecté à 100%, il a fait son boulot parce qu'il a un salaire. Ok? Ici, il a réalisé à 80%. 1, c'est qu'il a fait 80%. C'est critique. S'il a formé que 80% des personnes, les 20%, ils peuvent occuper des postes assez stratégiques, des activités assez stratégiques. Ça peut être les 20% des personnes qui devaient apprendre, qui font 80% d'activités, les 20-80, et qui travaillent sur, par exemple, la chaîne principale de production, et tout, les machines vont s'arrêter demain, voilà. C'est un exemple parce qu'ils n'ont pas maîtrisé le nouvel outil qui va arriver, ou la nouvelle chaîne de production, etc. Ok? À quel moment il a 0? Il n'a même pas fait 50%. Non. Vous dites, quand il a réalisé 80%, il a 1. Donc c'est de 80 à 100, à 99, il a 1. Ici, quand il a réalisé au moins 80%, tu mets au moins. La mesure, c'est la mesure que nous sommes en train de faire, mais elle doit être, la mesure est intégrée dans un score, dans un modèle de score. Ça va nous permettre de noter à la fin de l'année. Réaliser au moins à U. Tu veux dire quoi? Alors tu peux faire ça. Supérieur ou égal. Tu peux faire ça. On peut faire fermer 80, fermer, pardon, fermer à 99%. C'est l'intervalle.
s'il a réalisé au moins de 80 à 99%, il a 1. S'il a réalisé 100%, il a 2. Ici, c'est inférieur ou égal à 79%. Réalisation 80%. OK? Ici, il a fait des réalisations inférieures à 80 ou il a 0. Non, il n'y a pas de 0 pire. Un objectif est fait pour être atteint s'il est smart. Après, du moins, il n'a pas été atteint, il n'a pas été atteint. Celui qui est à 1 et celui qui est à 20 sur 100, les deux n'ont pas fait leurs objectifs. Pourtant, ils sont payés. C'est clair. Tu comprends? Normalement, ils devaient le faire parce qu'ils sont payés pour ça. On vous dit, on vous paye 100 francs, vous faites ça. Et on vous paye 100 francs, vous ne le faites pas, même pas 50%. On doit vous sanctionner normalement. Ok? Alors, on dit respect des délais à 100%. À quel moment on lui donne 3? Alors, ici, on est en train de dire réaliser avant le deadline. Avant le deadline. Vous savez, il y a une variable. Ici, on est en train de prendre la variable quantité. On n'a pas pris en compte la variable qualité. Il peut avoir réalisé toutes ces formations, mais le retour sur investissement est 0 macabo, 0. Il peut avoir réalisé toutes ces formations et l'évaluation finale dit que même pas 20% des formations, des recrutements ont été satisfaisants. Ah. Alors ici, à partir du moment où vous dépassez, vous allez au-delà du minimum exigé, l'aspect qualité vient prendre le dessus. Parce qu'il a fait 100%, après 100%, il y a quoi? Il a fait 100%, 100%. S'il y a 10 personnes à recruter, qu'il a recruté les 10, il ne va pas aller inventer 2 ou 3 personnes pour faire 110% ou 120%. On est d'accord? Maintenant, ici, on va dire, non seulement il va respecter le délai, donc respect, deadline 100%, ok? Dans un recrutement, ou lorsqu'on fait un recrutement, en termes qualité, qu'est-ce qu'on peut constater? 100% des gars sont bons après leur période d'essai, ou on peut avoir 5%, 10% après période d'essai qui partent. On est d'accord? Donc, il est dit qu'à partir de genre de 2% d'échec, ça commence à être important. Mais la norme tolérée, le maximum c'est 10% d'échec. C'est-à-dire sur 10 personnes recrutées, une personne peut, après la période, comment vous appelez ça, d'essai, partie, c'est encore tolérable. Mais quand vous avez 2 sur 10, ça devient 20%. C'est pas bon. Donc ici, on peut dire respect, deadline 100%. Ok? Respect, deadline 100%. Ok? Virgule avec. Qu'est-ce qu'on va dire ici par rapport au taux d'échec? Moins de 10% d'échec. Et là, si tu mets moins de 10% d'échec, si tu mets moins de 10% d'échec, respect deadline avec, ok? Avec quoi? Avec quoi? Responsabilité. Si tu passes ton temps à écrire comme à l'école, tu ne vas pas vivre. Avec moins de 30% d'échec. Moins de 30% d'échec. 5% d'échec, on te chasse en tant que recruteur. Maximum 10%, c'est déjà arrivé. Si tout à l'heure dit moins de 10%, ça veut dire. Mais non, mais quand tu dis moins de 10% pour 3, tu fais quoi? Aucun échec. Ok. Aucun échec. Avec Aucun échec. taux d'échec, ok? D'accord? Compris entre quoi? 5 et 10%.
ok, entre, pardon, 5 et 10%. D'accord? Ça veut dire sur 100 personnes qui recrutent, entre 5, 6, 7 peuvent échouer leur période. D'accord? On peut tolérer, on dit qu'on tolère. Mais maintenant ici, respect deadline, il a 4. Il a 4. Quand il a respecté les délais, n'est-ce pas? Ok? Quand il a respecté les délais, et avec un taux d'échec de moins de 5%, ça veut dire qu'il fait 100 recrutements, sur 100 recrutements, il y a moins de 5 personnes qui partent après la période d'essai. C'est pas mal. Entre 2, 3, c'est pas mal. Parce qu'aucun recruteur ne peut faire 100%. Et quand le recruteur est 20 personnes, Si le public personne que la personne passe 100%, le charge lui-même. Ok? Alors on va réviser, on va reprendre ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait? Un objectif est composé de l'intitulé, n'est-ce pas? De la description claire de l'objectif, du levier dans lequel il s'inscrit, en faisant référence au scorecard avec les 5 leviers qui sont le levier client, le levier financier, le levier procédure, le levier apprentissage et le levier valeur. D'accord? Ensuite, on précise le poids de l'objectif, le cumulé des poids des différents objectifs font le poids global du levier dans lequel ils s'inscrivent. Si le levier client est 30%, tous les objectifs qui s'inscrivent dans le levier client doivent faire un total de 30%, même si on a 100 objectifs. Est-ce qu'on a compris? Bien. Après le poids, on a la mesure. Il faut décrire la mesure dans un modèle de score indiqué de 0 à 4. À 2, si l'employé a eu 2 dans cet objectif, c'est qu'il a fait exactement ce pour lequel il est payé. Vous allez décrire les notes de 0 à 4. Au-delà de la note 2, vous mettez plus l'emphase sur l'aspect qualité. On a compris? Ça veut dire que maintenant, à partir de cet instant, vous serez en mesure de commencer à mettre en place des objectifs. Vous avez compris? Ok, si vous êtes avec moi, vous avez compris? On ne dessine plus un objectif comme ça auquel on attribue un poids. Ça ligne avec la stratégie. Alors, quand quelqu'un vient vous dire, écoutez, moi je fais une fiche de notation pour vous notez quoi? Vous notez quoi? Pour que vous puissiez attribuer une note, il faudrait qu'au préalable, un certain nombre de critères, un certain nombre d'éléments qui définissent des poids, qui définissent clairement la répartition des poids, attribuer des notes et mettre des poids sur des objectifs qui n'auront peut-être pas une grande valeur pour l'atteinte de l'objectif global. Ok? C'est-à-dire que si vous ne définissez pas clairement les poids en vous référant aux différents leviers, vous êtes hors course, vous êtes totalement hors champ. Ok? Bien. On peut conclure donc que pour élaborer un objectif, il faut au préalable avoir le poids global du levier, d'accord? Ensuite, définir l'intitulé, décrire l'objectif, indiquer le levier, le poids, la mesure et définir clairement comment il sera noté à la fin de l'objectif. Ok? Et l'objectif doit être défini dans le temps. L'objectif doit être défini dans le temps.
Si c'est un objectif annuel, il faut que ce soit clairement précisé. Gérer les performances, c'est tout un processus qui s'aligne avec la stratégie et qu'on met en place. Ensuite, on éduque les gens. Ce qu'on a montré là, la réalisation, l'élaboration des objectifs doit être expliquée à tous les managers, oui ou non, à tous ceux qui gèrent une équipe. Ils doivent savoir comment est-ce qu'on monte un objectif SMART. Ils doivent savoir comment est-ce qu'on définit l'intitulé, comment est-ce qu'on met le poids, les mesures. Si ça ne peut pas le faire, ils vont écrire n'importe quoi. Et ça a besoin, vous les responsables ressources humaines, les futurs responsables ressources humaines, vous avez besoin d'expliquer. C'est pourquoi vous définissez clairement votre politique de gestion des performances. Vous allez préciser les différents dans le processus des cycles. Qu'est-ce qui va être fait? Vous allez définir un tableau clairement. Qui doit faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut lui faire? À quel moment il doit faire? Vous précisez. Les chefs de service, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pendant l'évaluation, qu'est-ce qu'ils font? Quels sont les outils qu'il leur faut, c'est-à-dire les supports qu'il faut pour faire l'évaluation? Okay? Comment rédiger les objectifs en début d'année? Comment élaborer le contrat de performance? Vous devez avoir une matrice que vous leur donnez, vous expliquez comment est-ce qu'ils doivent le faire. Sinon, la politique de gestion des performances que vous allez mettre en place va devenir une opportunité de règlement de compte. Parce que si les objectifs ne sont pas alignés, ils deviennent une bombe. Un supérieur hiérarchique est capable de donner des objectifs tout à l'heure, parce qu'il n'est pas allé déposer les enfants de son boss, il ne va pas régulièrement déposer donc en évaluation, il n'est pas sociable, il n'est pas relationship, c'est-à-dire qu'il n'est pas, comment on dit ça, amical, etc., etc. Est-ce que le fait d'aller déposer les enfants de ton chef, les prendre, aller les promener au marché pendant les heures de travail, est-ce que c'est ça? Tu as été désigné, tu es le chauffeur de ton chef, le chef de service, mais tu n'es pas le chauffeur de sa famille. Aller porter les gens au village, aller faire les courses les week-ends, etc., etc. C'est ça la réalité. Ok? Bien. Alors, on va s'arrêter sur cette note.